Aujourd'hui, je t'apprends à préparer un délicieux drama coréen à base de vengeance, de meurtre à tout va et de trahison en chaîne. Laisse-moi te guider dans cette nouvelle recette sur The Penthouse. The Penthouse War in Life est un drama coréen réalisé par Joo Dong-min et scénarisé par Kim Sung-ok, à qui l'on doit notamment la série The Last Empress. La série est composée de 48 épisodes répartis en 3 saisons disponibles sur Netflix. On y suit différentes intrigues scénaristiques qui vont toutes, à un moment ou un autre, se rejoindre et que je vais tenter de vous résumer de la manière la plus simple possible. La série débute par l'entrée somptueuse de Shim So-ryun montant les marches du fameux Penthouse. Elle est accompagnée du thème épique de la série et le tout en slow motion. Elle s'apprête à descendre à la réception qui a lieu un peu plus bas dans le Hera Palace, le lieu où la grande majorité des personnages principaux habitent et qui sera le témoin de nombreux retournements de situation. Lors de sa descente, un événement tragique va avoir lieu et une jeune fille va être poussée dans le vide du haut d'un des balcons de la tour. Avec cette scène qui se déroule durant les 3 premières minutes, la lumière est immédiatement mise sur Shim So-ryun, le personnage principal de la série, ainsi que de toute l'intrigue de la saison 1 qui tournera autour du meurtre de cette jeune fille. On découvre également durant l'épisode 1 les différents personnages qui viendront croiser la route de notre héroïne. Jeon Seo-jin, une femme envieuse, avide de pouvoir et qui éprouve une grande rancœur envers Shim So-ryun, entretenant une relation avec le mari de celle-ci, le dénommé Jo Dante, une sorte de magnat des affaires extrêmement riche et entouré de 2 associés. Nous avons au premier le docteur A, le mari de Seo-jin, bloqué dans un mariage où il n'est définitivement pas heureux, ainsi que Lee Kyu-jin, un avocat véreux un peu bébête qui servira avec sa femme et leur ami Kang-mari d'éléments comiques durant une partie de la série. On nous présente également leurs enfants, totalement pourri gâtés, et en même temps, vu les parents qui jouent au golf avec des billets de banque, ça ne pouvait que mal tourner. Ces enfants ont également une nouvelle professeure de mathématiques, une certaine Anali, qui est la jeune fille que nous avons vu tomber et mourir plus tôt dans l'épisode. Les derniers personnages qui nous seront introduits sont Oyoni et sa fille Bae Rona, une famille modeste dont l'objectif est de faire rentrer Rona à l'école des arts de Cheongha, où sont scolarisés tous les enfants des familles du Hera Palace. Et là, vous avez déjà compris 2 choses. 1, je suis une bille pour prononcer les noms d'acteurs connus. Et Edouard Beer. Et 2, qu'il y a énormément de personnages et que leurs relations vont pas mal évoluer au cours de la série. Je ne vais vous présenter que les éléments les plus importants de l'histoire. Il y a beaucoup trop de sous-intrigues pour que je puisse m'arrêter sur chacune d'entre elles. Je ne peux que vous inviter à regarder l'entièreté de la série afin de découvrir tous les rebondissements qui vous attendent. Je vous préviens, mais à partir de maintenant, ça va spoil. Dans cette première saison, Jo Dante est dépeint comme un homme violent, que ce soit envers ses enfants ou bien ceux qui lui tiennent tête. Il est prêt à tout pour réussir en passant par la menace, l'intimidation ou bien encore le meurtre. Pendant ce temps, les enfants des familles riches du Hera Palace commencent à harceler Anali, leur professeur, qui se révèle être Min Seola, une jeune étudiante ayant été admise à la même école qu'eux, et tout ça en finissant première du concours d'entrée. Cette admission, elle va profondément ébranler leur monde gouverné par la puissance et l'argent. Comment une orpheline, pauvre, arrive-t-elle à se hisser à la seule force de son talent en tant que première élève de l'école? C'est à la fois insupportable pour les enfants, mais également pour Seo-jin, qui va tout faire pour essayer de la renvoyer et qu'elle ne fasse pas d'ombre à sa propre fille, Eun Biol. Cependant, Min Seol possède des preuves de l'infidélité de Seo-jin et de Jo Dante et va l'utiliser afin de garder sa place au sein de l'école. Cet événement conduira à son enlèvement et sa séquestration par les 2 amants, afin de lui faire supprimer les preuves de leur liaison, ce qui amènera un peu plus tard dans la soirée à sa mort lors de sa chute du balcon, tout en nous laissant sur le mystère de son meurtrier. Dans le même temps, Shim So-ryun apprend que son mari a fait tuer son précédent fiancé et lui a caché l'identité de sa véritable fille qui est, vous l'aurez deviné, Min Seola. Nous ne sommes ici qu'à l'épisode 3 et Jo Dante se dessine comme le grand méchant sadique de ce drama qui ne nous épargnera à aucun moment. Cet épisode, c'est également celui qui va lancer la véritable intrigue de la série, la quête de vengeance de Shim So-ryun pour se venger de Jo Dante et du meurtre de sa fille, Min Seola. Tous témoins de cet événement, les familles riches du Hera Palace vont déplacer le corps de la jeune fille afin d'essayer d'éloigner les problèmes loin de leur tour d'ivoire. Ils vont simuler un suicide en rédigeant une fausse lettre et en mettant le feu à l'appartement de Min Seol. Oyoni va quant à elle prendre une grande importance dans l'intrigue en se rapprochant de Shim So-ryun qui va l'aider à réaliser un placement immobilier convoité par Jo Dante afin de mettre en marche son plan de vengeance contre son mari. Grâce à cela, Oyoni devient riche et accède enfin au Hera Palace, laissant Seo-jin folle de rage.
On y découvre le passé commun des deux protagonistes, qui étaient à l'école ensemble jusqu'à ce que Seo-jin, jalouse du talent pour le chant de sa rivale, décide de lui trancher la gorge sous prétexte de légitime défense. Et grâce au soutien sans faille de son père, c'est bien Oyoni qui sera suspendu, découvrant avec effroi la corruption parmi les élites. Mais ce n'est pas tout, puisque les deux ennemis partagent également un amour pour le doctorat, qui est l'ex d'Oyoni. Cette dernière va réussir à gagner petit à petit la sympathie des autres habitants du Hera Palace, dont son ex-petite amie qui se rapproche d'elle après avoir découvert la relation adultère qu'entretient Seo-jin. Pendant ce temps, au lycée, un certain Gu Hodong fait son apparition. C'est pour moi le meilleur personnage que la série nous ait donné, possédant un des rires les plus charismatiques, tout vers confondus. Cet énigmatique personnage se révélera être Logan Lee, le frère adoptif de Min Seo-la, tout droit venu des États-Unis pour venger la mort de sa sœur et la faire payer à tous les habitants du Hera Palace. Logan Lee s'associe avec Shim So-ryun pour chercher à venger Min Seo-la. Shim So-ryun, après avoir découvert les escapades extra-conjugales de Jo Dan-tae et Seo-jin, se retrouve avec deux alliés de choix pour nourrir sa vengeance. D'un côté, Logan Lee qui possède des ressources illimitées, et de l'autre, Oyoni, nourrissant une grande rancune envers Seo-jin à cause de leur passé commun. C'est d'ailleurs Oyoni qui tendra le premier piège en invitant Seo-jin à dîner, sachant que son père sera aux premières loges pour apprendre qu'elle a eu une liaison et qu'elle projette de divorcer. Pour bien comprendre cette scène, il faut bien comprendre le contexte social de la Corée du Sud où l'adultère était considéré encore comme un délit jusqu'en 2015 et le divorce reste aujourd'hui encore une immense tâche pour les femmes. Dans la série, cette réalité est très bien représentée car le père de Seo-jin décide de la renier et la priver de l'héritage qu'elle convoitait tant. Toutes ces émotions seront un véritable coup de poignard pour le dirigeant qui sera victime d'une crise cardiaque. Seo-jin le regarde avec effroi et choisit de le laisser mourir. S'ensuit une scène magistrale où Seo-jin joue du piano, les mains tremblantes, marquant un tournant majeur et posant la question: jusqu'où est-elle prête à aller pour obtenir du pouvoir? Et a-t-elle déjà basculé dans la folie? Dans l'épisode suivant, Logan et Shim So-ryun recueillent les aveux des habitants du Hera Palace pour le harcèlement qu'a subi Min Seo-la ainsi que la mise en scène de son suicide, poursuivant ainsi l'enquête sur l'identité de son assassin. C'est pourtant un simple flashback de celui-ci qui nous révélera la réalité. Un acte irréparable commis ivre-morte, persuadé que ce geste pourrait ouvrir les portes de l'école à sa fille. Depuis le début, le meurtrier étant, vous l'aurez compris, Oyoni. Toutes les preuves recueillies précédemment sont alors livrées à la presse et à la police. Même les propres enfants de So-ryun sont dénoncés afin de leur apprendre que leurs actes ont des conséquences. So-ryun est inarrêtable, ses ennemis, autrefois intouchables, se retrouvent brisés, humiliés et réduits à genoux devant elle. Mais si la conclusion était si simple, la série n'aurait pas autant marqué les esprits. Dans un ultime coup de théâtre, Shim So-ryun est poignardé par Jo Dan-tae, qui n'hésite pas à accuser Oyoni de tous ses méfaits grâce à un enregistrement vocal soigneusement préparé. Sa mort agit comme un véritable électrochoc et pour la première fois, Oyoni prend conscience de l'ampleur de ses actes. C'est presque avec une forme de soulagement qu'elle décide de se résigner, prête à aller en prison dans l'espoir d'expier ses fautes. Mais Logan, lui, n'a pas ce désir de rédemption. Il aide Oyoni à s'échapper, non pas pour la sauver, mais pour mieux accomplir sa propre vengeance. Elle lui a pris les deux personnes qu'il aimait et il lui tranche la gorge sans la moindre hésitation. La saison s'achève alors sur Seo-jin qui va épouser Jo Dan-tae, obtient le penthouse et est débarrassé de tous ses ennemis, savourant sa victoire sur une musique magistrale. Et nous, spectateurs, on commence à comprendre la mécanique qui nous attend pour les saisons suivantes, des cycles infernaux entre joie intense et frustration déchirante. Et voici où l'on en est à la fin de la saison 1. Si l'on doit dresser un bilan, on en retient des scènes grandioses, des personnages qu'on aimait ou au moins qu'on ne détestait pas en début de saison, qu'on a envie de voir mourir à la fin de celle-ci, et d'autres qu'on déteste toujours plus, si c'était même possible. La saison 1 reste la plus longue de la série, avec ses 21 épisodes contre seulement 13 pour la saison 2. A noter aussi que certaines scènes ont été coupées sur Netflix, ce qui peut expliquer quelques petites incompréhensions chez certains spectateurs. Attaquons-nous maintenant à la saison 2. Doctora fait son grand retour et très vite, on comprend qu'il est là pour une seule chose, interférer dans le couple Seo-jin-Jo Dan-tae. Il ira jusqu'à interrompre leur réception en arrivant en hélicoptère. Et le clou du spectacle, il est désormais marié à nul autre que Oyoni. Cette scène, elle représente la quintessence de la série. Tout est exagéré à son paroxysme entre la réaction des invités qui semblent faire face à un ouragan et la musique dramatique qui ajoute ce côté comique qu'on aime tant. Oyoni est bel et bien vivante et elle fait désormais équipe avec Logan, bien décidée à venger la mort de son ami Shim So-ryun. Leur plan est simple, s'immiscer dans chaque recoin de la vie de Jo Dan-tae et Seo-jin par tous les moyens possibles, que ce soit physiquement, via les affaires, leur vie privée ou leur vie sentimentale. Oyoni ira même jusqu'à devenir une chanteuse fantôme pour Seo-jin, souffrant de problèmes aux cordes vocales. L'humiliation est totale et le message est clair, ils ne veulent pas seulement se venger, mais leur prendre ce qu'ils possèdent. Seo-jin touche le fond, elle n'a plus aucun levier pour reprendre le dessus. Enfin,
Jusqu'au retour de Rona, la gamine exécrable qui débarque des États-Unis et choisit de retourner se faire harceler uniquement pour emmerder sa mère. Seojin dirigeant toujours l'école, elle retrouve alors un moyen de pression sur Oyoni, et c'est ainsi que l'on arrive au fameux Festival des Arts, ce prix que Seojin avait autrefois volé à Oyoni. Sauf que cette fois, ce sont leurs filles, Rona et Eunbiol, qui sont en compétition. Cette dernière, rongée par la jalousie envers sa rivale, finit par craquer et pousse Rona dans les escaliers, la précipitant dans ce qui semble être une chute mortelle. C'est le début de la descente aux enfers pour Seojin et sa fille, désormais hantée par des hallucinations de Rona. Une enquête va s'ouvrir et le docteur A, tiraillé entre ses deux filles, choisit finalement de soudoyer le gardien de l'école pour qu'il prenne la responsabilité et étouffer l'affaire. On commençait presque à l'apprécier, et il nous rappelle d'un seul coup le salaud qu'il est réellement. Rona est déclarée morte, et dévastée, Oyoni veut mettre fin à ses jours, mais Logan l'arrête pour lui rappeler son objectif, résoudre le meurtre de sa fille et punir le responsable. C'est alors qu'un étrange personnage fait son apparition, Naegayo, le portrait craché de Shim Soo-ryun qui se trouve être l'ex de Jodante et la mère biologique de leurs jumeaux. Logan et Oyoni reprennent leur offensive, tentant de ruiner les affaires de Jodante, mais lui, au contraire, gagne encore en pouvoir en découvrant que Eunbiol est la véritable meurtrière de Rona. Il oblige Seojin à l'épouser, menaçant de tout révéler. Il récupère une partie de ses possessions et se venge en la transformant en simple trade wife, l'humiliant, la frappant, allant jusqu'à la séquestrer. On comprend vite qu'il ne supporte pas que Seojin soit retourné vers le doctorat. Il va même jusqu'à accuser ce dernier de la mort de Rona, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui avait achevé la pauvre enfant pour préserver la carrière de sa propre fille. En un coup de maître, il a donc éliminé 3 de ses ennemis. Cet épisode, il permet vraiment de mettre en lumière son besoin de contrôle et de nous révéler le monstre dans toute sa splendeur. Seojin, à bout, finit par changer de camp. Elle demande à Oyoni de l'aider à prouver que Jodante est le véritable meurtrier de Rona. Le clan anti-Jodante s'agrandit donc, mais ce n'est pas fini car la fin de la saison nous réserve encore 2 twists monumentaux. La première révélation est l'identité de Naegao qui s'avère n'être nul autre que Shim Soo-ryun. Les 2 femmes ayant échangé leur place à la fin de la saison 1 pour protéger leurs enfants des violences de leur père. La deuxième révélation concerne Rona qui, comme beaucoup de personnages de la série, reviendra d'entre les morts, sauvée et cachée par Shim Soo-ryun pour la mettre à l'abri. A partir de là, toutes les pièces s'imbriquent. Shim Soo-ryun simule sa mort en se faisant passer pour Naegao et la véritable mort de cette dernière est utilisée pour faire tomber Jodante. Lors des perquisitions, la police retrouve Shim Soo-ryun et Rona prétendant avoir été enfermés par le président Joe. Résultat, Oyoni obtient enfin sa vengeance et choisit de se rendre pour le meurtre de Min Seol, emportant dans sa chute tous les habitants du Hera Palace. Les aveux du doctorat et d'Oyoni scellent définitivement leur sort et tous sont condamnés, même si les peines restent légères pour la plupart. Dans une scène déchirante, Shim Soo-ryun témoigne pour Oyoni, montrant l'amour qu'elle se porte malgré tout. Et quelle satisfaction extrême de voir Jodante être condamné à la prison à vie. Tout semble enfin trouver une conclusion. Shim Soo-ryun et Logan peuvent s'aimer librement, les enfants peuvent tenter de se reconstruire loin des manipulations et des trahisons de leurs parents, et nous, spectateurs, savourons le plaisir rare de voir la justice, même imparfaite, rattraper les monstres de cette histoire. La série aurait pu s'arrêter là, on aurait pu croire un miracle, un semblant de happy end, mais c'était sans compter sur Jodante qui décide de tuer Logan à coups de voiture piégée. La mort de Logan, c'est le point de départ de la 3e et dernière saison, et autant le dire, elle commence par magnifique cinématique digne de la PS2. Plus sérieusement, on retrouve nos chers criminels qui essaient tant bien que mal de s'habituer à la prison. Mais pas d'inquiétude, ils en ressortent assez rapidement grâce à différentes pirouettes scénaristiques dont seule la série a le secret. Jodante active son réseau et menace tout simplement les juges quand Seojin sort sa carte maîtresse. La folie. En parallèle, de nouveaux personnages débarquent, chacun avec ses propres sous-intrigues pour nous les présenter. Alex, le frère de Logan, en quête de vengeance, pas le plus développé, mais il n'en a pas vraiment besoin. Yoo Dong-pil, ancienne associée de Jodante et mari de Kang Mari. Fraîchement sorti de prison, il est présenté avec classe, mettant un coup de pression à tout le monde et on se dit waouh, enfin quelqu'un à la hauteur du casting principal. Non, en vrai c'est une giga fraude et il se fera victime tout au long de la saison. Il est allé en prison à la place de Jodante et passe la moitié de la saison à lui servir de sous-fif tout en jurant de le détruire. Mais au fond, c'est son attachement à sa famille qui le définit, un homme prêt à tout pour protéger sa femme et sa fille. Et enfin, un certain Mr. Baek. Et là, grosse révélation, il s'agit du vrai Jodante. Alors accrochez-vous bien, mais celui qu'on suit depuis le début n'est qu'un imposteur, un orphelin qui a tué la famille Joe, qu'il avait recueilli, volé leurs richesses et usurpé l'identité du véritable héritier, ce dernier enfermé dans un hôpital psychiatrique. J'imagine qu'en 2020, tout ce qui est empreinte digitale n'était pas encore arrivé en Corée. Ce Mr. Baek est avide d'argent et égoïste, impossible de lui faire confiance. Mais ce personnage nous permet de découvrir une autre facette du méchant principal. Tout, absolument tout, il l'a calqué sur la vie de sa famille d'accueil.
Son goût pour le vin, la musique classique, même la déco de son appart, une identité bâtie entièrement sur la vie de quelqu'un d'autre. Notre cher Joe Dante commence donc à accumuler pas mal d'ennemis et forcément il va bien falloir faire le ménage. La première sur sa liste est Seojin et il va s'attaquer à son point faible, sa fille Eunbiol qui va être enlevée et retenue en otage. Oyoni, assistant à la scène, va quant à elle se lancer dans une mission de sauvetage, mais elle se retrouve piégée au bord d'une falaise et laissée pour morte par Joe Dante. Son corps sera finalement retrouvé par Yoo Dong-pil, emmuré dans le Hera Palace. La découverte est glaçante et la scène à la mort reste l'une des plus déchirantes de la série. Pendant ce temps, Seojin semble étrangement galvanisée. Lors d'une performance, elle chante avec une intensité nouvelle, se remémorant la manière dont elle a tué Oyoni, atteignant les notes aiguës à la perfection maintenant que sa rivale a disparu. Et autant vous dire que devant cette scène, j'ai lancé pas mal d'insultes à mon téléviseur. La mort d'Oyoni devient un tournant majeur de l'intrigue, le Dr. A, Shim Soo-ryun et Kang Mari jurant de la venger. Et contre toute attente, c'est bien cette dernière qui se révèle la plus efficace. Grâce à 3 de ses clientes très fortunées, elle va chercher des preuves de l'implication de Joe Dante dans la mort de son ami. Autant vous dire que les moyens mis en place sont démesurés. Mais un autre allié ne va pas tarder à apparaître, ou plutôt à réapparaître. Alors qu'on pensait que Seojin avait atteint le fond, la série nous confronte à une révélation assez improbable. Logan n'est pas mort. Seojin l'a secouru après l'explosion et gardé au bord de la mort avec l'aide du Dr. A. Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de médecin légiste en Corée parce qu'on est déjà au 3e personnage censé être mort qui ressuscite comme si de rien n'était. Logan et Shim Soo-ryun vont pouvoir se retrouver et reprendre leur vengeance sur Seojin et Joe Dante. Leur plan est simple, démolir le couple publiquement en lâchant des bombes médiatiques révélant au monde entier que Joe Dante est le meurtrier de Logan et que Seojin a quant à elle laissé mourir son père. Le couple mis à nu s'entre-déchire tandis que Logan et Shim Soo-ryun observent en retrait les prémices de leur vengeance. Vous connaissez la suite, de nouvelles preuves, des vidéos compromettantes et Joe Dante est traqué une énième fois par la police. La série en profite pour nous raconter son passé, l'histoire d'un enfant à la rue, regardant sa mère mourir sous ses yeux à cause de la famille de Shim Soo-ryun. De là naîtra son obsession maladive pour l'argent, le pouvoir et surtout ce penthouse qui deviendra son plus grand objet de désir. Joe Dante n'est en réalité qu'un enfant qui cherche à se venger de cette société qu'il a abandonnée, qui favorise les riches en écrasant les plus démunis. Cette société, elle a forgé le monstre qu'il est devenu, décidé à jouer selon les règles qu'elle lui a inculquées, écraser ceux qui sont sur son chemin. Et que fait un enfant quand il est en train de perdre? Il fait en sorte que personne ne puisse gagner. Il va donc placer des pièges dans le Hera Palace durant le mariage de Logan et Shim Soo-ryun. Les deux personnages se confronteront une dernière fois au sein du penthouse, nous laissant enfin assister à la chute de Joe Dante, entraînant sa mort exactement au même endroit que Min-seol, symbole d'une justice presque divine. Le Hera Palace s'effondre dans un chaos final, emportant avec lui les ambitions de bon nombre de nos personnages. Joe Dante est mort, le penthouse n'est plus et il ne reste plus qu'une seule personne capable de faire du mal à nos protagonistes. J'ai nommé Seon Seojin. Elle ne tardera pas à voir son empire s'écrouler et tentera une dernière fois de faire appel à son joker ultime, feindre la folie. Et c'est un chandelier qui aura finalement raison d'elle. Cet accident lui donne l'occasion parfaite de feindre la démence et de fuir ses crimes passés. Le Dr. A, lui, tente un dernier sursaut d'humanité en voulant mettre Eunbiol en sécurité, loin des machinations de sa mère, mais finira poussé du haut des escaliers par son ex-femme, bien décidée à tuer tous ceux qui se mettront en travers de sa route. Shim Soo-ryun et Logan élaborent alors un plan pour faire tomber Seojin une bonne fois pour toutes. Ils orchestrent un faux kidnapping, le kidnapping d'Eunbiol sur le lieu même du meurtre d'Oyoni. Et là, Seojin craque, elle avoue tout, le meurtre d'Oyoni comme celui de son ancien mari. Sa fille, témoin de toute la scène, appellera elle-même la police pour mettre fin à ce supplice. Se sentant coincée, acculée, Seojin réalisera son dernier acte meurtrier en poussant Shim Soo-ryun dans l'océan. Ce lieu, il viendra conclure l'histoire des deux rivales de Seojin, réunissant les deux amis dans un final romantique et une mort tragique. Nous avons ensuite le droit à un épilogue permettant de conclure les arcs des différents personnages. Eunbiol décidera de témoigner contre sa mère, qui finira par se donner la mort après un dernier regard vers sa fille. Le couple d'avocats étant ruiné, ils se rabattent sur des arnaques de bas étage. Kang Mari, quant à elle, la seule dans ce groupe qui n'était pas prête à tuer pour de l'argent, finira riche. Rona deviendra une grande chanteuse et retrouvera son petit ami Seok-hoon, le fils de Shim Soo-ryun dont je ne vous ai pas beaucoup parlé, et ensemble ils livrent une scène finale au piano empreinte de nostalgie et de douceur. La fille de Shim Soo-ryun, dépeinte durant toute la série comme une enfant pourri gâtée, deviendra professeure et serveuse pour financer ses études, trouvant enfin son épanouissement dans une vie humble où elle a décidé d'aider les autres. Cette nouvelle voix, elle va nous être montrée lors d'une scène où elle va offrir un repas à un SDF ressemblant très fortement à son père Joe Dante. Et pour cause, ce SDF, il est joué par le même acteur que Joe Dante, une façon plus ou moins subtile de nous montrer que seule la générosité peut briser le cycle.
Joe Dante a traité Minceol comme il avait été traité dans son passé, et le message de toute la série est que face à l'avarice et la perversité des humains, seule la bonté pourra l'emporter. Je ne vous ai pas beaucoup parlé des enfants, mais ils ont porté des arcs brillants, parfois insupportables et parfois bouleversants. Et au final, The Penthouse ne s'achève pas seulement comme une vengeance sanglante, mais comme une fresque sur la transmission, la douleur intergénérationnelle et le prix de l'avidité humaine pour les générations futures. On pourrait croire à un happy end, mais un dernier retournement de situation nous fait comprendre que Logan a succombé à son cancer. Shim Soo-hyun vient le chercher, et les deux se retrouvent dans ce qui semble être le paradis. Et c'est ainsi que se termine The Penthouse. Passons maintenant en revue les 3 ingrédients nécessaires au succès d'une telle série. Ce qui rend The Penthouse aussi addictif, c'est d'abord son casting de personnages qu'on adore détester. Même les personnages les plus gentils ont un côté insupportable. Rona par exemple, l'un des personnages les plus purs de la série, brille par sa naïveté et son ingratitude envers sa mère. D'un côté on ne peut pas vraiment lui en vouloir car c'est juste une ado qui n'a pas conscience de ce qu'il joue dans l'ombre du Hera Palace. Mais en même temps, elle est chiante quoi. À l'autre extrême, on a Joe Dante et Seo-jin, intelligents, sociopathes, stratèges implacables, ils sont si monstrueux qu'on en vient à attendre chacun de leurs coups bas et encore plus leur chute avec impatience. Oyoni, elle, est l'éternelle rivale de Seo-jin, détruite par un système qui l'a broyée, elle tente de se reconstruire et d'offrir un meilleur avenir pour sa fille, quitte à dépasser la ligne rouge, ce qui en fait un personnage à la fois attachant mais détestable. Et puis il y a Shim Soo-hyun, la figure droite et intègre de la série, allant jusqu'à renvoyer sa propre fille de l'école dans la saison 3. Une éducation où les enfants devront donc assumer les conséquences de leurs actes, en totale opposition aux enfants de Yoni et Seo-jin. The Penthouse est la quintessence des dramas makjang, un sous-genre de drama coréen où les personnages, les intrigues et les réactions sont poussés à l'extrême. Rien n'est mesuré, tout est excessif et c'est justement ce qui les rend fascinants. Ce qui permet également, même avec des thèmes tels que le meurtre, la corruption, l'adultère ou le harcèlement scolaire, de garder une certaine légèreté. Les intrigues et situations sont tellement irréalistes et les personnages si caricaturaux qu'on ne sombre pas dans un show déprimant et traumatisant qui nécessite d'être dans le bon état d'esprit pour le regarder. Regarder The Penthouse, c'est accepter de monter à bord d'un grand 8 émotionnel. La frustration est immense, parfois insupportable, au point qu'on enrage devant la bêtise des personnages qui se font avoir par leur naïveté. Mais à l'inverse, la satisfaction est tout aussi énorme. La condamnation des riches du Hera Palace, par exemple, est un moment tellement jouissif que je me suis littéralement levé de mon siège de joie. Chaque épisode ou presque offre son lot de trahisons, de résurrections et de retournements de situation, et le parallèle entre le monde des adultes, obsédés par l'argent et le pouvoir, et celui des enfants pris dans une guerre d'ego scolaire et de pression parentale, renforce la richesse du récit, comme Seo-jin qui ne vit que pour devenir la fierté de la famille, quitte à abandonner son humanité. La révélation d'Oyoni ayant poussé Minceola, Seo-jin jouant du piano en laissant son père agoniser au bas des escaliers, Shim Soo-hyun se révélant vivante sous les traits de Naegao, la mort d'Oyoni, de Ha-yeon-chul, la chute finale de Joe Dante et bien sûr l'apothéose, la fin tragique de Shim Soo-hyun, Logan et Seo-jin sont autant des moments de joie que de tristesse surréaliste. Voilà pourquoi on aime The Penthouse, ce n'est pas parce qu'elle est crédible, loin de là, mais parce qu'elle ose tout sans limite et qu'elle nous entraîne dans une spirale d'excès, de haine et de vengeance où chaque personnage devient à la fois exaspérant et fascinant. Un des charmes de The Penthouse, c'est ce soin tout particulier du détail. Prenons le générique par exemple, il te spoil littéralement toute l'intrigue de la série de façon subtile et tu ne t'en rends compte qu'une fois que tu as déjà vu les épisodes. Les tenues aussi méritent une ovation. La styliste et la maquilleuse ont fait un travail digne d'un défilé de mode. Seo-jin notamment ressemble à chaque apparition à une méchante tout droit sortie d'un dessin animé Disney, avec l'élégance et la cruauté qui vont avec. Les décors et la photographie ne sont pas en reste, tout est pensé pour appuyer ce côté dramatique et théâtral qui colle parfaitement à l'ambiance de la série. La musique, quant à elle, sublime absolument tout, entre les morceaux classiques et les envolées d'opéra, chaque scène gagne une intensité dramatique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et tout ça, c'est encore plus impressionnant quand on prend en compte le contexte de création des dramas coréens. Contrairement à des séries occidentales qui programment pour la plupart l'entièreté du tournage sur plusieurs mois consécutifs, les dramas coréens sont généralement tournés quasiment en temps réel. Certaines scènes sont filmées 2 ou 3 jours seulement avant leur diffusion. Le montage, le mixage, les sous-titres peuvent être finalisés quelques heures à peine avant que les spectateurs ne découvrent les épisodes. Et surtout, les scénaristes ajustent l'intrigue en fonction des réactions du public. Un personnage adoré peut voir son rôle glorifié, alors qu'un personnage détesté peut tout simplement disparaître du jour au lendemain. Une méthode de travail très demandante mais qui permet de réduire les temps de production. Pour The Penthouse, qui a profité du savoir-faire des équipes coréennes, la production a débuté en septembre 2019, seulement un an avant la première diffusion le 26 octobre 2020 pour une diffusion quasi continue jusqu'en septembre 2021. 3 saisons en moins d'un an, on est bien loin des 3 ans d'attente pour la saison 2 de mercredi, et on ne peut qu'être admiratif du travail titanesque des équipes techniques et des acteurs.
Admiration qui n'attendra pas pour se faire remarquer, The Penthouse se hissant à la 9ème place des séries coréennes les plus regardées de tous les temps rien qu'à la fin de la saison 1. Les histoires de vengeance sont nombreuses, le revenge movie est même devenu un sous-genre à part entière du cinéma. Ces histoires, elles activent différents mécanismes de notre cerveau qui nous procurent des sentiments positifs. Notre cerveau adore ça, ça nous rassure, ça nous fait croire que nous vivons dans un monde sécuritaire et juste, même dans un univers aussi détraqué que celui du Hera Palace. On s'attache aux victimes, on s'identifie à leur douleur et leur combat devient aussi le nôtre, comme une extension de nos propres colères et injustices. La voir réussir devient en quelque sorte une guérison de nos propres blessures émotionnelles. La vengeance devient donc quelque chose de profondément excitant, elle active notre système de récompense ainsi que notre curiosité car loin d'être immaculée, elle est moralement ambivalente, à la fois compréhensible mais socialement condamnée. On adore explorer ce terrain interdit à travers la série sans avoir à en assumer les conséquences dans la vie réelle. En ce sens, The Penthouse reprend les codes de la tragédie et des mythes grecs, certes pas de cœur antique, ni de dieu en colère, et encore que, vu la chute de Joe Dante on peut se poser la question, mais on retrouve les mêmes thématiques, l'hybris, c'est-à-dire l'orgueil, l'excès, l'ivresse des puissants, la némésis, le châtiment divin qui finit par les frapper, et la catharsis pour le spectateur. Même le Hera Palace agit comme une sorte de catalyseur, la majorité des personnages finissant leur jour en son sein ou en y étant ramenés post-mortem, jusqu'à l'effondrement final qui libère symboliquement les personnages. Mais si ça fonctionne si bien, c'est aussi parce que cette vengeance fictive résonne avec des réalités bien concrètes de la société coréenne. Les années 2010 en Corée du Sud ont été marquées par une augmentation des disparités entre riches et pauvres. Les dramas comme The Penthouse et Sky Castle reflètent cette réalité en mettant en lumière les tensions entre les classes sociales. Les personnages de The Penthouse incarnent cette lutte pour maintenir ou améliorer leur statut, souvent au détriment des autres, que ce soit dans le milieu professionnel ou bien scolaire. Le pays étant mondialement connu comme ayant quelques petits problèmes côté harcèlement scolaire. Diffusée pendant le Covid-19, la série a offert un échappatoire aux spectateurs, une véritable plongée dans des drames plus grands que les leurs, un exutoire collectif où la souffrance et la vengeance résonnaient dans l'incertitude du monde réel. J'ai aimé lire pendant des heures les avis des spectateurs pour comprendre ce qu'ils aimaient et surtout ce qu'ils détestaient dans ce show. Ce fut une expérience très dense et très riche en émotions que je vous invite tous et toutes à essayer. Ce fut mon tout premier drama mahjong, alors si t'en as quelques-uns à me recommander, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo touche à sa fin, si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à me dire si tu as testé ce cocktail en commentaire, et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.